Bonsoir à tous, merci de suivre le 23h à la une de l'actualité ce soir. Le président de la République, Alassane Ouattara, est en Allemagne. Il va prendre part demain à Berlin à la conférence sur le partenariat G20 Afrique, une rencontre qui fait la promotion des investissements privés sur le continent. Ouattara Dibongo est le nouveau roi de Bouna. Il a été intronisé dans la pure tradition Koulongo. Son nom de règne est Niguel Guima. Il est le 31e roi de Bouna. Le centre de valorisation et d'enfouissement technique à Kosiwan sera bientôt fonctionnel. Il va accueillir dans quelques jours ses premiers déchets. Le site a été visité aujourd'hui par le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Ouloto. Merci de suivre cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, est en Allemagne dans le cadre de la conférence sur le partenariat G20 Afrique. À la veille de cette rencontre, le chef de l'État ivoirien s'est entretenu avec l'ancien directeur général du FMI et ancien président de la République fédérale d'Allemagne, Horst Köhler. Il est actuellement l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies au Sahara occidental. Les deux personnalités ont fait un large tour d'horizon de l'actualité internationale, plus particulièrement sur le continent. Awatouri. Ancien président de la République fédérale d'Allemagne, Horst Köhler est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Sahara occidental. L'envoyé spécial onusien et le président de la République Alassane Ouattara ont fait un large tour d'horizon des concertations qu'il a entamées avec les différentes parties. L'occasion aussi pour Horst Köhler de briefer le président Alassane Ouattara sur son projet de résolution sur le Sahara occidental qui doit être soumis très prochainement au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est en août 2017 que cet économiste, par ailleurs ancien directeur général du Fonds monétaire international de 2000 à 2004, a été nommé par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, comme son envoyé personnel au Sahara occidental. Toujours ce lundi, le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part à un dîner offert par le président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, au chef d'État africain invité à la conférence sur le partenariat G20 Afrique. Les dirigeants africains ont mis à profit ce rendez-vous pour faire le point sur la mise en œuvre du programme qui a pour objectif de promouvoir l'investissement privé, soutenir la croissance économique et lutter efficacement contre la pauvreté en Afrique. Il préside désormais aux destinées de Bouna. Ouattara Dibongo en est le 31e roi. Il a pour nom de règne Niguel Guima. C'est lui qui a assuré l'intérim du roi défunt Jakoroni II pendant 90 jours. Ouattara Dibongo a été intronisé dans la pure tradition Koulongo en présence du vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan, du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et plusieurs membres du gouvernement. Mamadou Kouassi. Au nom de la solidarité, de l'harmonie intercommunautaire et des excellents rapports de voisinage érigés en valeur dans le Bonkani, la cérémonie d'intronisation du nouveau roi de Bouna a été un moment de fête collective. Invité de marque, le vice-président Daniel Kablan-Duncan et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ainsi qu'une forte délégation venue du Ghana voisin. Après 90 jours d'intérim comme exigé par la tradition en pays Koulango, Ouattara Kibankoro a été intronisé et devient ainsi le 31e roi de Bouna, successeur du défunt roi Jakoroni II qui aura régné pendant 9 ans. Entre douleur et joie, population et invités attendent du nouveau roi de Bouna qu'il poursuive l'œuvre de son prédécesseur. Le nouveau roi de Bouna est de la lignée des Konga. 50 ans à peine, c'est le plus jeune des prétendants dans les 3 lignées du royaume de Bouna, d'où sont issus les rois. Avant sa prise de pouvoir, symbolisée le jour même de son intronisation par la victoire de ses guerriers sur ceux du défunt roi, le vice-président Daniel Kablan-Duncan et le premier ministre Amadou Gon Coulibaly ont été conduits par le roi de Yalo à la cour de feu Jakoroni II pour un premier contact avec le futur roi pour un bref échange.
Un peu plus tard, après que l'intérimaire a reçu ses attributs pour devenir le roi de Bouna avec pour nom de règne Dandia Keredougou, traduisez fer dur, il a reçu les félicitations et les conseils du vice-président Daniel Kablan-Duncan au nom du président Alassane Ouattara. Majesté, vous êtes la digne lignée des rois du Boukani, puisque feu votre père, le Bouddha Massa, si j'ai bien noté, avant feu le roi Diakaroni II. Vous êtes jeune, il est vrai, comme l'a écrit d'ailleurs le dramaturge Pierre Corneille, et je cite, « Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. On peut être jeune, mais on peut être efficace, ce que ça veut dire. Déjà chef de la province du Niamey, dans le département de l'Europe, vous êtes connu pour être un homme pondéré et patient. Ce sont, n'en point douter, de précieux atouts augurant de ce que le royaume est et sera en de bonnes mains. Au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, nous vous adressons nos fervents vœux de succès pour un règne fructueux, pour le grand bonheur des populations du Boukani. Dandia Keredougou, actuel roi de Bouna, était employé de commerce. Parallèlement, il occupait la fonction de chef de canton de la province de Niamey, jeune en sous-préfecture dans le département de Doropo. C'était le reportage d'Eugène Atoubé. Sachez avant de poursuivre que dans le domaine de l'identification, plus de 809 000 enfants vont avoir leurs extraits d'actes de naissance. L'État va lancer une procédure spéciale de déclaration de naissance. Elle va durer 1 an. Des agents de l'administration publique vont se rendre dans toutes les localités pour enregistrer les personnes n'ayant pas d'acte d'état civil. 2 projets de loi ont été adoptés par la Commission des affaires générales et institutionnelles du Parlement. Selon le garde des Sceaux, ministre de la Justice Sanson Kambilé, ces 2 textes permettront de moderniser l'état civil par la mise en place du registre national des personnes physiques. Ajoutons qu'on dénombre environ 500 000 apatrides en Côte d'Ivoire. Les premières journées scientifiques se tiennent du 29 au 30 octobre 2018 ici à Abidjan. Au cœur de cette rencontre, la question des pesticides périmés, interdits et frauduleux en Côte d'Ivoire. Quel impact sur l'environnement et la santé? Comment les réduire et mettre en place des alternatives? On en parle avec Salima Toudia. Les produits phytosanitaires, jusque-là nécessaires pour lutter contre les organismes végétaux, connaissent quelques dérives avec l'utilisation abusive de certains produits chimiques, des pesticides périmés, interdits ou encore frauduleux, utilisés dans la production agricole. Le gouvernement, à travers le projet de gestion des pesticides obsolètes en Côte d'Ivoire, veut réduire cette utilisation qui a un impact considérable sur l'environnement et la santé, selon les résultats exposés par les chercheurs nationaux et internationaux participant aux journées scientifiques. L'intoxication par pesticides cause 250 000 morts par an dans le monde selon l'OMS. L'accent est donc mis sur la sensibilisation. Il y a l'aspect social parce que les parents dans les zones rurales peuvent dégrader le sol, donc ça peut faire des mouvements de population pour aller vers des terres fertiles. Et il y a l'ordre environnemental également parce que tout ce qu'on utilise va se retrouver au niveau des cours d'eau. Et donc tout ce qui est poisson, biodiversité peut être contaminé. Et nous-mêmes, les humains, on peut être contaminés. Et puis enfin, il y a l'ordre sanitaire. Vous savez, les aliments, tout ce que nous consommons au quotidien peut être contaminé. Et donc la population peut être exposée aux résidus de pesticides également. Si l'individu est touché, est sensibilisé sur l'impact sur la santé, son comportement va changer. En Côte d'Ivoire, 4 000 tonnes de produits entrent frauduleusement sur le territoire ivoirien chaque année. Une fraude qui représente 25% du marché total des pesticides en Côte d'Ivoire. Le renforcement du cadre juridique et la répression sont évoqués. Il faut qu'on ait des statistiques fiables pour pouvoir arrêter des stratégies pour mettre fin à la présence de ces pesticides-là. Pour ceux qui font le transfert transfrontière des pays voisins vers la Côte d'Ivoire, qui savent la dangerosité de ces produits, il y a ceux qui changent les étiquettes de des pesticides obsolètes pour y accoler des étiquettes qui semblent être des pesticides réglementaires. Tout cela doit suivre la rigueur de la loi. Pour la réduction des pesticides, les chercheurs proposent entre autres comme alternative des produits phytosanitaires à faible taux de toxicité, la formation des paysans, revendeurs et applicateurs et la connaissance des bonnes pratiques agricoles. Des résolutions qui devront être soumises au pouvoir public pour une prise de décision.
Le centre de valorisation et d'enfouissement technique de Kosiouan sur l'autoroute du Nord accueille vendredi prochain ses premiers déchets. Il vise à améliorer la gestion des déchets dans le district d'Abidjan. Ce site bientôt fonctionnel a été visité ce matin par le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Ouloto. Grâce Kando. Le premier casier du centre de valorisation et d'enfouissement technique est fin prêt. Le vendredi prochain, le centre va accueillir ses premiers déchets. Ce lundi, le dispositif de pesage et les engins d'exploitation ont été testés. À compter de ce vendredi prochain, à minuit, nous devrons commencer le processus de propreté selon la réforme, le nouveau schéma de gestion des ordures ménagères dans le district autonome d'Abidjan. Nous aurons en première phase le volet enfouissement technique qui pourra démarrer avec le premier casier. Et tout le dispositif d'accueil, de traitement des déchets est finalisé. Ce casier va recevoir 4200 tonnes de déchets par jour en provenance de plusieurs communes du district d'Abidjan. Il s'agit d'ordures ménagères et assimilées. Avant que ces ordures n'arrivent dans ce centre, ces ordures transitent dans les centres de transfert, on les appelle communément les centres de groupage, pour pouvoir faire un tri préalable avant de nous envoyer les ultimes, c'est-à-dire les ordures qu'on peut enfouir. Vous avez des casiers qu'on appelle des alvéoles et dans ces casiers seront entreposées ces ordures. Vous aurez des appareils rayons actifs qui permettront de détecter d'autres types d'ordures, mais pour lesquels il y aura un autre traitement particulier. Les déchets seront étalés avec du matériel lourd et après, chaque jour, il y aura de la couverture. Et le lixivia, il sera traité, récupéré et traité. Et tout ce qui est en vol et tout ça, il sera protégé. Donc il y aura une protection de l'environnement qui sera bien considérée, bien sûr, on respecte les normes internationales de l'environnement. 2 autres casiers sont en construction. Ils seront livrés dans quelques mois. Pour rappel, le centre de valorisation et d'enfouissement technique fait partie des réformes engagées par le gouvernement en matière de gestion moderne des déchets. En santé, intéressons-nous à l'AVC, accident vasculaire cérébral, une pathologie fréquente, grave et à l'origine de nombreuses situations de handicap. Le nombre de personnes atteintes croît chaque année. Près de 25% des AVC surviennent avant 65 ans. Une journée est dédiée chaque 29 octobre à l'AVC. Boubacar Silla et Soro Corona nous parlent de cette maladie. Djibril Traoré, la quarantaine révolue, se déplace désormais avec une béquille. Ce caméraman privé est coupé de toute activité depuis 1 an. Djibril a été frappé par un AVC, accident vasculaire cérébral. Le temps de garer la moto devant un magasin et puis aller saluer un ami, pas moins de 5 minutes, ça a commencé par mon pied et puis le bras. Et puis en plus, la bouche a commencé à être vers la gauche là. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, 6,2 millions de personnes meurent chaque année d'un AVC. Les accidents vasculaires cérébraux constituent la 2e cause de mortalité dans le monde. AVC, 2 sortes. Ischémie, le vaisseau se bouche, ou hémorragie, le vaisseau se casse. Mais que ce soit l'ischémie ou l'hémorragie, les signes vont survenir brutalement. C'est un patient qui n'a rien, qui est bien portant, et puis du coup, il va avoir un côté qui va se paralyser. Ou bien il va avoir la bouche qui va dévier sur un côté. La langue devient lourde, il ne peut plus parler. L'AVC n'est plus une fatalité à laquelle l'on doit se résigner. Des études montrent qu'il est aujourd'hui possible de prévenir, traiter et guérir de l'AVC. Lorsque vous présentez les signes que nous avons cités un peu plus tôt, il faut venir à l'hôpital. Parce que plus tu consultes tôt, plus tu as des chances de récupérer. Et plus la kinésithérapie va débuter précocement, plus vous allez récupérer totalement. Djibril Traoré arrive à se déplacer grâce à un traitement qu'il suit. Moi, je ne pouvais même pas se lever. Quand j'ai commencé l'éducation interne. Comme lui, des anciens malades et tueurs silencieux ont choisi le sport pour leur rééducation. J'ai eu cette maladie, ça fait 4 mois. Je ne marchais pas. Mais avec le sport, ça m'a fait du bien. J'invite toutes les femmes de ne pas avoir la honte. Venez faire le sport. Personne n'est à l'abri de cette pathologie. L'AVC frappe jeunes, vieux,
hommes et femmes, sportifs ou non. On peut éviter qu'elle ne survienne. Il faut traiter toute hypertension artérielle. Il faut faire du sport. Il faut lutter contre le surpoids, lutter contre l'obésité. Il faut manger équilibré. Les accidents vasculaires cérébraux tuent plus que les maladies cardiovasculaires, la tuberculose, le sida ou le paludisme. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence de l'AVC est de 21,7% avec un taux de décès qui oscille entre 25 et 40%. Abidjan abrite la première édition des Journées nationales du commerce équitable, un rendez-vous pour favoriser des échanges commerciaux équilibrés et profitables à toutes les parties prenantes, notamment les producteurs. Il vise à contribuer durablement au bien-être économique et social des producteurs. Lansine Bakayoko. Ces Journées nationales du commerce équitable visent à créer une plateforme d'échange entre l'ensemble des acteurs impliqués dans la chaîne des valeurs agricoles, en l'occurrence les petits producteurs. Il s'agit de privilégier un commerce solidairement économique, écologiquement tolérable et socialement équitable. Assurer une rémunération du travail des producteurs et artisans les plus défavorisés, les permettant de satisfaire leurs besoins élémentaires. 15 années après l'avènement de la notion de commerce équitable, le bilan est plutôt encourageant pour la Côte d'Ivoire. D'une seule organisation en 2004, on dénombre aujourd'hui environ 200 organisations certifiées commerce équitable. Les volumes de cacao vendus aux conditions du commerce équitable sont passés de 25 tonnes en 2004 à plus de 80 000 tonnes en 2016. D'autres filières certifiées équitables comme l'anacarde, la mangue, le miel ou encore l'artisanat connaissent aussi une bonne dynamique de croissance. Une croissance en phase avec la politique agricole de la Côte d'Ivoire, élaborée autour du programme national d'investissement agricole PENIA. Je ne doute pas un seul instant que ces journées du commerce équitable deviendront très vite un rendez-vous de référence en matière d'information agroalimentaire en Afrique et dans le monde, contribuant ainsi au rayonnement de nos braves producteurs. Ces journées ont été meublées par des panels ainsi qu'une exposition de produits et services liés au commerce équitable. Direction Sissengue, village du département de Tengrila. Le ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kouassi, était ce week-end pour l'installation des membres du comité de développement local minier de la mine d'or de la localité. Le CDLM a pour rôle de contribuer au développement économique et social des 12 villages impactés par l'exploitation minière. Djeneba Ouattara, Soro Corona. Le rôle du comité de développement local minier, CDLM, de Sissengue, contribuer au développement économique et social des 12 villages impactés par l'exploitation minière. Le dit comité du département de Tengrila a été officiellement installé par le ministre des Mines et de la Géologie. Au menu de cette activité, remise d'arrêtés portant création, attribution et fonctionnement du CDLM et des chèques de plus de 100 millions de francs CFA pour financer les activités du dit comité. La raison d'être du CDLM est donc d'apporter aux populations privées de leurs terres pour les besoins de l'activité minière le développement local qui assure à toutes, à tous et à chacun un plus-être, un mieux-être et des conditions de vie beaucoup plus décentes. Le ministre a saisi l'occasion pour exhorter les populations à s'approprier cet instrument de développement local. Dans l'accomplissement de cette mission, ayez pour repère et pour guide l'intérêt général. Sachez que vous pourrez toujours compter sur nos conseils et nos orientations en vue de garantir à votre mission le succès qu'elle mérite et les résultats que nous en attendons tous. Le PDG de la société Precious Mining Côte d'Ivoire, Jeff Quatermen, a quant à lui traduit sa gratitude aux populations de Sissengue pour leur compréhension et collaboration. La mine d'or de Sissengue, c'est aujourd'hui 633 emplois directs. Création des brigades de lutte contre l'orpaillage clandestin et ouverture des chantiers écoles pour la formation des jeunes ont été aussi annoncés.
Lorsque vous achetez du crédit téléphonique, l'opérateur n'est pas le seul à générer du profit. Les revendeurs appelés gérants de cabine ont une marge, mais combien gagnent-ils exactement? Et pourquoi sont-ils rentrés en grève en juillet 2017? Comment est structuré le circuit de distribution des recharges téléphoniques? Les explications dans ce reportage de Didier Nguesson. Plus de 90% des achats de crédits téléphoniques se font auprès de distributeurs détaillants appelés gérants de cabine. Leur marge, une commission de 4 ou 6% en fonction de l'opérateur, soit 400 ou 600 francs sur 10 000 francs de transaction. Bon, en matière des unités, là, on a les fournisseurs on les appelle et puis nous envoient les unités. Mais on paye cash, quoi. Par semaine, je recharge mes téléphones 60 000 francs par semaine. Les réseaux nous donnent 4% sur chaque rechargement à partir de 10 000 francs. Nous, les gérants de cabine, on aimerait que les sociétés des réseaux, des différents réseaux, puissent augmenter nos pourcentages à 10%. Ce qu'on veut dire aux sociétés, on va essayer de voir les pourcentages là. On a fait au moins combien d'années là, on fait grève, on fait la même grève là, ils ne réagissent pas. Vous voyez, aujourd'hui là, sans nous là, ils sont rien. En juillet 2017, les gérants de cabine sont entrés en grève. Ils réclamaient une revalorisation de leur marge. L'association, à l'initiative de cette grève, a décliné notre demande d'interview. Du côté des opérateurs de téléphonie mobile, on explique le refus de majorer les commissions. Il faut savoir que le modèle de distribution que nous avons monté, c'est un modèle qui, pour nous, permet de créer de l'emploi. Et quand je prends en moyenne aujourd'hui, chaque distributeur a à peu près 150 personnes qui ont embauché. Le modèle que nous avons conçu, c'était de dire, nous rémunérons un peu plus ce grossiste-là qui emploie des jeunes Ivoiriens et qui a des charges. Payer le réseau de distribution au-delà de ce que nous faisons aujourd'hui ne pourrait pas nous permettre de maintenir tous les emplois qu'on a. Cet opérateur reverse près de 6% de commission aux distributeurs grossistes et 4% pour le détaillant à la cabine. Un total de 10% pour le volet distribution. Nous avons une obligation vis-à-vis de l'État de couvrir le territoire ivoirien pour que chaque Ivoirien, dans le plus petit hameau, puisse avoir le téléphone, pouvoir téléphoner. Et ça, c'est des investissements très élevés. Il faut le faire vis-à-vis du régulateur. Si on ne le fait pas, on est soumis à des pénalités. On dénombre environ 100 000 gérants de cabine sur tout le territoire national. 3 opérateurs de téléphonie mobile se partagent près de 32 millions d'abonnés. Mettons le cap sur San Pedro à la suite de l'incendie qui a ravagé plusieurs restaurants, maquis, magasins et domiciles. Le gouvernement apporte sa compassion. En attendant le déplacement du ministre de la Solidarité, le secrétaire d'État en charge des PME, par ailleurs maire nouvellement élu de San Pedro, s'est rendu ce lundi sur les lieux. Il a rencontré les sinistrés qui ont tout perdu. Les détails avec Sam Konon. Un incendie la nuit de vendredi à samedi a ravagé 5 maquis et restaurants, un magasin de vêtements et de transfert d'argent et 2 domiciles au quartier Lac de San Pedro. Le secrétaire d'État chargé de la promotion des petites et moyennes entreprises apporte le réconfort du gouvernement aux sinistrés. Félix Anoublé s'est d'abord rendu sur les lieux de l'incendie pour constater les dégâts. Ensuite, il a eu une rencontre avec les victimes. Nous avons appris le drame qui s'est passé à San Pedro. Nous avons rendu compte au Premier ministre et c'est en son nom, en tant que maire nouvellement élu de la commune de San Pedro. Dans un premier temps, nous avons tenu à exprimer toute la compassion de tout le gouvernement ivoirien aux sinistrés qui ont perdu leur commerce totalement. Nous sommes vraiment heureuses et surprises. Parce qu'on n'en attendait pas autant. Il y a 3 jours, nous pleurions. Mais après la visite du ministre, disons merci au président, à son premier ministre pour leur promptitude, vraiment à être là, pour pleurer avec nous, pour vraiment essuyer nos larmes. Le secrétaire d'État chargé de la promotion des petites et moyennes entreprises invite les acteurs de son département à assurer leurs activités. Souvent, on a l'impression que faire un certain nombre de vérifications, c'est aller contre les intérêts des populations ou des opérateurs économiques. Mais c'est quand il y a un problème qu'on se rend compte qu'en réalité, on n'était pas contre eux, mais c'était pour leur propre bien. Ces établissements auraient été assurés qu'aujourd'hui,
on serait en train de moins pleurer. En attendant, une enquête a été ouverte. Un autre long métrage pour traiter de l'épineuse question de l'immigration clandestine. Aventura, ce film du réalisateur Bouékré Bernard, met à nu les nombreuses difficultés rencontrées par les candidats à l'immigration. Meurtres, maltraitance, utilisation pour le terrorisme sont autant de difficultés auxquelles les migrants doivent faire face lors de la longue traversée du désert avant d'atteindre les côtes libyennes ou marocaines. La grande première de ce long métrage a eu lieu le vendredi dernier au Palais de la Culture à Trècheville. Issa Tchonoyeo. Ils sont encore nombreux, les jeunes Africains, à emprunter la voie suicidaire de l'immigration clandestine. Les initiatives pour les décourager ne manquent également pas. Au nombre de ces initiatives, des productions cinématographiques. Aventura, ce long métrage d'une heure 30 minutes, décrit les nombreuses difficultés auxquelles sont confrontés les migrants au cours de leur aventure périleuse. On voit seulement les gens qui meurent dans l'eau. Et ceux qui sont achetés en Libye, on prend leurs organes, on les envoie sur les champs de bataille. Il faut combattre les passeurs. C'est eux qui leur nourrissent d'espoir. Et puis il y a des familles. Tu penses que comme l'autre est parti, il a traversé l'eau et il a envoyé 10 000 francs le lendemain. C'est un problème. Voilà, donc il faut qu'on leur dise. Nous, on ne fait que dénoncer. Meurtre, torture, viol, djihadisme sont autant de risques mis en lumière dans le film. Des thèmes qui ne laisse pas indifférents cinéphiles et autorités. Ça nous a beaucoup interpellés, vu que beaucoup de personnes n'ont pas assez d'informations sur l'immigration. Mais à travers ce film, on a eu beaucoup de détails où nous ont expliqué dans les moindres détails et c'était vraiment bien. Une prise de conscience partagée aujourd'hui. Les acteurs comme des réalisateurs aujourd'hui traitent de la question au sein de la société. Et ça passe à l'écran, je pense que ça va faire réfléchir. Notre présence ici, envoyée par le vice-président de la République, était de marquer son intérêt pour un sujet d'actualité, un sujet préoccupant pour nos autorités, pour le chef de l'État et pour les dirigeants africains qui voient donc les jeunes ou les jeunesses aller s'évanouir dans la Méditerranée. Aventura, entièrement tourné en Côte d'Ivoire, sortira dans les salles au mois de décembre prochain. Après la grande première au Palais de la Culture de Trècheville, une tournée nationale et internationale est prévue afin de mieux sensibiliser les jeunes contre l'immigration clandestine. Ailleurs, un kamikaze s'est fait exploser aujourd'hui en début d'après-midi en plein cœur de Tunis, avenue Habib Bourguiba, artère principale de la ville. Il y a eu 20 blessés, dont 15 policiers et 2 adolescents, et un mort, la personne qui s'est fait exploser. Aucun des blessés n'a été grièvement atteint. À présent, le reste de l'actualité internationale. Première destination, le Mali, où 2 casques bleus burkinabés ont été tués et d'autres blessés dans 2 attaques contre la MINUSMA. Ahmed Traoré, Gabriel Zani. Au Mali, 2 casques bleus tués et d'autres blessés samedi dans 2 attaques contre la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. Les attaques se sont déroulées dans la commune de Ber, au nord du Mali, dans la région de Tombouctou, et à Konna, dans la région de Mopti. Les assaillants ont utilisé plusieurs pick-up armés de lance-roquettes et des mitrailleuses et d'autres chargés d'explosifs, précise la MINUSMA. L'état-major burkinabé a fait savoir que les victimes des attaques sont des soldats burkinabés. Un Boeing 737 de la compagnie indonésienne Lion Air qui transportait 188 personnes s'est abîmé ce lundi matin au large des côtes. Peu après son décollage de Jakarta, le PDG de la compagnie aérienne a expliqué que l'appareil avait subi des réparations avant son départ de Pangkal Pinang. L'appareil avait demandé à revenir à l'aéroport de la capitale peu avant que le contact ne soit rompu avec le contrôle aérien vers 6h30 heure locale. Le candidat du Parti social-libéral s'est largement imposé au second tour face à Fernando Haddad. Son adversaire du Parti des travailleurs, Jair Bolsonaro, a promis aux Brésiliens que son gouvernement défendra la Constitution, la démocratie, la liberté. Dans un discours télévisé peu après l'annonce de sa victoire à la présidentielle, le président sortant Michel Temer a salué la victoire de son successeur, annonçant que la transition entre les 2 gouvernements débuterait dès ce lundi.
Fin de ce 23h. Merci de votre attention. Très bonne fin de soirée. À très bientôt.